Lecture audio du conte Sous le saule de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Le pays est très nu aux abords de Kjög. La ville est, il est vrai, sur la côte, ce qui est toujours joli, mais ça pourrait l'être davantage. Les terres sont plates tout autour, et il y a loin jusqu'au bois. Mais quand on est bien chez soi quelque part, on y trouve toujours quelques beautés que l'on peut regretter plus tard, dans le plus bel endroit du monde. On peut bien dire aussi qu'au voisinage de Kjög, où quelques petits jardins pauvres s'étendaient jusqu'à la petite rivière qui coule sur le rivage, c'est charmant en été. Il y avait là surtout deux petits-enfants, Knug et Johann, qui étaient voisins et jouaient en se glissant l'un vers l'autre sous les groseilliers. Dans l'un des jardins était un sureau, dans l'autre un vieux saule, et les enfants aimaient jouer surtout sous celui-ci, ce qu'on leur permettait, bien que l'arbre fût tout près de la rivière où ils pouvaient tomber dans l'eau. Mais notre Seigneur veille sur ses petits, sans quoi tout irait mal. Ils étaient d'ailleurs très prudents. Le garçon avait même tellement peur de l'eau qu'on ne pouvait le décider en été à venir sur la plage, où les autres enfants allaient volontiers patauger. On lui en faisait honte, et il devait endurer cela. Et la petite Johanne rêva qu'elle était en barque, dans la baie de Kjög, et que Gnud marchait droit à elle. L'eau lui venait d'abord au cou, puis lui couvrait la tête. Et lorsque Knud eut entendu ce rêve, il ne supporta plus que l'on dît qu'il avait peur de l'eau, et rappela simplement le rêve de Johann. Il en était très fier, mais il n'allait toujours pas dans l'eau. Les pauvres parents se réunissaient souvent, et Knud et Johann jouaient dans les jardins et sur la route, qui avait, au long des fossés, une rangée de saules. Ils n'étaient pas beaux avec leurs cimes ébranchées. Ils n'étaient d'ailleurs pas là pour l'ornement, mais pour rendre service. Plus magnifique était le vieux saule du jardin sous lequel les enfants se tenaient le plus souvent. Kjög a une grande place, et à l'époque du marché, il y a là des rues entières de tentes avec des rubans de soie, des chaussures et toutes sortes d'objets. Il y avait foule, et généralement il pleuvait. On y sentait l'odeur des sarraux de paysans, et aussi l'agréable parfum des pains d'épices, qui remplissaient toute une boutique. Et le plus beau de l'histoire était que l'homme qui les vendait logeait toujours pendant la durée du marché chez les parents du petit Knud. Et naturellement on avait un beau pain d'épices, dont Johann recevait aussi un morceau. Mais ce qui comptait encore beaucoup plus, le marchand de pain d'épices savait conter des histoires, presque sur n'importe quoi, même sur les pains d'épices. Un soir, il raconta même à leur propos une histoire qui fit sur les deux enfants une telle impression que jamais ils ne l'oublièrent. Et le mieux est donc que nous l'entendions aussi, d'autant plus qu'elle est courte. Il y avait sur le comptoir deux pains d'épices, dit le marchand. L'un avait la forme d'un homme avec son chapeau, l'autre d'une demoiselle sans chapeau, mais avec un peu d'or en feuilles sur la tête. Ils avaient une figure du côté tournée en l'air, et c'est ainsi qu'il fallait les voir, et non de côté pile. Jamais il ne faut voir personne à l'envers. L'homme avait une amande amère à gauche, c'était son cœur. Par contre, la demoiselle n'était que pain d'épices. Ils étaient sur le comptoir à titre de spécimen. Ils y restèrent longtemps et ils s'aimèrent. Mais l'un ne le dit pas à l'autre, et c'est ce qu'il faut pour que ça devienne sérieux. C'est un homme, à lui de dire le premier mot, pensait la demoiselle. Mais elle aurait bien voulu savoir si son amour était partagé. Lui, comme tous les hommes, avait en imagination un appétit plus dévorant. Il rêva qu'il était un gamin des rues en chair et en os, qu'il possédait 4 skillings et qu'il achetait la demoiselle et la mangeait. Et ils restèrent sur le comptoir des semaines et des jours et se desséchèrent. Elle eut des pensées plus délicates et plus féminines. Il me suffit d'avoir été sur le comptoir avec lui, se dit-elle. Et sa taille craqua. Si elle avait connu mon amour, elle aurait tenu plus longtemps, se dit-il. Voilà l'histoire. Et les voici tous les deux, dit le marchand de pain d'épices. Ils sont remarquables par leur vie et l'amour muet qui ne conduit jamais à rien. Tenez, les voilà. Et à Johann, il donna l'homme, qui était entier, et Knud eut la demoiselle cassée. Mais ils étaient si saisis par l'histoire qu'ils ne songeaient pas à manger les amoureux. Le lendemain, ils entrèrent avec eux au cimetière de Kjög, où le mur de l'église est couvert d'un lierre superbe qui, l'hiver comme l'été, tapisse le mur de sa riche verdure. Et ils placèrent les pains d'épices haut sur cette tenture au soleil, et racontèrent à un groupe d'enfants l'histoire et l'amour muet qui ne sert à rien. C'est l'amour qui ne vaut rien, car l'histoire était charmante, tous étaient de cet avis, et ils regardèrent le couple en pain d'épices.
Et il y eut un grand garçon qui, par méchanceté, mangea la demoiselle Cassée. Les enfants pleurèrent ce malheur, et ensuite, sans doute afin que le pauvre homme ne fût pas seul au monde, ils le mangèrent aussi. Mais jamais ils n'oublièrent l'histoire. Toujours Knud et Johann étaient ensemble près du sureau et sous le saule, et la petite fille chantait d'une voix argentine les plus délicieuses chansons. Knud n'était pas fait pour le chant, mais il savait les paroles, et c'est toujours cela. Les gens de Kjög, même la quincaillère, s'arrêtaient pour écouter Johann. Elle a une voix ravissante, cette petite, disait-elle. Ce furent des jours heureux, mais ils ne durent pas toujours. Les voisins se séparèrent. La mère de la fillette était morte. Le père devait se marier à Copenhague, où il aurait un emploi. Il allait être garçon quelque part. C'était un métier fort avantageux. Les voisins se quittèrent en larmes, et les enfants surtout pleurèrent. Mais les vieux promirent de s'écrire au moins une fois par an. Et Knud entra en apprentissage pour être cordonnier. On ne pouvait pas laisser un si grand garçon à ne rien faire. Et il fut confirmé. Oh, comme il aurait voulu, en ce jour solennel, être venu à Copenhague et voir la petite Johanne, mais il n'y vint pas, et n'y avait jamais été, bien que ce ne fût qu'à 12 lieues de Kjög. Knud en avait vu les tours de l'autre côté de la baie par beau temps, et le jour de la confirmation, il vit nettement la croix d'or luire sur l'église de la Vierge. Ah, comme il pensait à Johanne! Se souvenait-elle de lui? Mais oui, à Noël arriva une lettre de son père aux parents de Knud. Tout allait très bien à Copenhague, et un grand bonheur arrivait à Johanne grâce à sa belle voix. Elle était engagée au théâtre, celui où on chante, et pour cela elle touchait déjà un peu d'argent, sur lesquels elle envoyait une rixdale entière aux chers voisins de Kjög pour s'amuser le soir de Noël. Il devait boire à sa santé, comme elle l'avait ajouté de sa propre main dans un post-scriptum, où était écrit « Salut amical à Knud ». Ils pleurèrent tous, car cela faisait bien plaisir, et c'était de joie qu'ils pleuraient. Knud avait pensé à Johanne tous les jours, et il voyait maintenant qu'elle aussi pensait à lui. Et plus s'approchait le moment où il serait ouvrier, plus lui apparaissait clairement qu'il aimait Johanne, et qu'elle deviendrait sa petite femme. Et alors un sourire jouait sur ses lèvres, et il tirait encore plus allègrement le lignol, tandis que sa jambe tendait le tire-pied. Il s'enfonça la laine dans un doigt, mais ça ne faisait rien. Certes, il n'allait pas rester muet comme les deux pains d'épices. Cette histoire-là lui avait été une bonne leçon. Et il fut ouvrier et boucla son sac. Il devait enfin se rendre à Copenhague pour la première fois de sa vie. Et il avait déjà un patron. Oh, comme Johanne allait être surprise et contente. Elle avait 17 ans et il en avait 19. Il voulait acheter déjà un anneau d'or à Kjög, mais réfléchit qu'on l'aurait sûrement beaucoup plus beau à Copenhague. Il fit ses adieux à ses parents et partit en automne, d'un pas rapide, par la pluie et la bruine. Les feuilles tombaient des arbres. Mouillé jusqu'aux os, il arriva dans le grand Copenhague et chez son nouveau patron. Il voulait rendre visite au père de Johann le dimanche suivant. Le costume neuf d'ouvrier arriva de Kjög, ainsi que le chapeau neuf qui allait très bien à Knud. Il n'avait jamais porté jusqu'alors que des casquettes. Il trouva la maison qu'il cherchait et monta les nombreux étages. C'était à donner le vertige de voir comme les gens étaient empilés les uns par-dessus les autres dans cette ville compliquée. La pièce où il entra était celle de gens très à l'aise, et le père de Johann l'accueillit aimablement. Knud ne connaissait pas la maîtresse de la maison, mais elle lui serra la main et servit le café. Ça fera plaisir à Johann de te voir, dit le père. Tu es devenu un joli garçon. Oh, oui, tu vas la voir. Oh, c'est une fille qui fait ma joie, et la fera encore plus, avec l'aide de Dieu. Elle a sa chambre à elle, dont elle nous paye le loyer. Et le père cogna lui-même très poliment à la porte de sa fille, comme s'il avait été un étranger. Et ils entrèrent. Non, comme c'était gentil. Sûrement la chambre n'avait pas sa pareille à Kjög. La reine ne pouvait pas être mieux. Un tapis recouvrait tout le parquet, de grands rideaux descendaient jusque par terre. Il y avait un vrai fauteuil de velours, çà et là des fleurs et des tableaux, et une glace dans laquelle on risquait d'entrer tout de go. Elle était grande comme une porte. Knud vit tout cela d'un coup d'œil, et ne vit pourtant que Johanne, qui était une grande fille, tout autre que Knud ne l'avait imaginée, mais combien charmante. Il n'y avait pas une fille comme elle à Kjög, elle était exquise. Mais de quel air lointain elle regardait Knud, du moins au premier moment. Puis elle courut à lui, comme pour l'embrasser. Elle ne le fit pas, mais ce fut tout juste. Certes, elle était bien contente de voir son amie d'enfance.
Les larmes lui en venaient aux yeux, et elle avait tant à dire et tant à questionner sur les parents de Knud et sur le sureau et le sol, qu'elle appelait mère Sureau et père Saul, comme s'ils étaient des gens eux aussi, et ils pouvaient passer pour tels aussi bien que les pains d'épices. Et des pains d'épices, elle parla aussi, de leur amour muet. Elle dit comment ils étaient restés sur le comptoir et s'étaient cassés, et elle rit de bon cœur. Mais le sang monta aux joues de Knud, et son cœur battit plus fort que d'habitude. Non, elle n'était pas devenue orgueilleuse du tout, et il vit bien que c'était elle qui avait amené ses parents à l'inviter passer chez eux toute la soirée. Et elle servit le thé, et lui en offrit elle-même une tasse. Ensuite elle prit un livre et lut à haute voix. Et dans ce qu'elle lisait, Knud croyait entendre parler de son amour. Cela se rapportait si bien à toutes ses pensées. Puis elle chanta une simple chanson, mais qui devint avec elle toute une histoire, qui semblait faire déborder son cœur. Oui, évidemment, elle aimait Knud. Il versa des larmes qui coulèrent sur ses joues. Il ne pouvait les retenir, et il ne put dire un seul mot. Il trouva qu'il était très bête, et pourtant elle lui serra la main et dit « Tu as bon cœur, Knud, reste toujours tel que tu es. » Ce fut une magnifique soirée, pas du tout faite pour dormir par-dessus. Et Knud ne dormit pas non plus. Tandis qu'il prenait congé, le père de Johann avait dit « Eh bien, tu ne nous oublieras pas tout à fait. J'espère que tu ne passeras pas l'hiver sans revenir nous voir. » Il pouvait donc bien revenir le dimanche suivant, et comptait le faire. Et tous les soirs, quand le travail était fini, et que l'on veillait sous la lampe, Knud sortait en ville. Il passait devant la rue où habitait Johann, levait les yeux vers sa fenêtre, qui était presque toujours éclairée. Il vit même nettement un soir l'ombre de son visage sur le rideau. Ce fut une charmante soirée. La femme de son patron n'aimait pas qu'il fût le soir toujours en route, comme elle disait, et hochait la tête. Mais le patron riait. « Il est jeune, disait-il. » Nous nous verrons dimanche, songeait Knud, et je lui dirai combien je pense à elle, et qu'elle doit être ma petite femme. Il est vrai que je ne suis qu'un pauvre ouvrier cordonnier, mais je peux devenir maître, tout au moins travailler à mon compte. Je travaillerai et trimerai. Oui, je le lui dirai. L'amour muet ne mène à rien. Les pains d'épices me l'ont appris. Et le dimanche vint, et Knud arriva. Mais quelle malchance! Ils allaient tous sortir. Il devait l'en prévenir. Johann lui serra la main et demanda « As-tu été au théâtre ? Il faut que tu y ailles une fois. Je chante mercredi. Si tu as le temps, je t'enverrai un billet. Mon père sait où demeure ton patron. » C'était gentil de sa part. Et le mercredi à midi arriva en effet un papier cacheté sans un mot, mais le billet y était. Et le soir, pour la première fois de sa vie, Knud alla au théâtre. Et que vit-il? Eh, il vit Johanne, charmante, délicieuse. Elle était, il est vrai, mariée avec un étranger. Mais c'était la comédie, une histoire qu'il représentait. Knud le savait bien, sans quoi elle n'aurait d'ailleurs pas songé à lui envoyer un billet pour voir ça. Et tout le monde applaudissait et criait, et Knud cria « Hurrah !» Même le roi sourit à Johann, comme si elle l'eût ravi, lui aussi. Dieu, combien Knud se sentait tout petit! Mais il l'aimait profondément, et elle aussi avec de l'affection pour lui. Et l'homme doit dire le premier mot. C'était la vie de la demoiselle Pain d'épices. Cette histoire était pleine d'enseignements. Dès le dimanche venu, Knud se rendit chez elle. Ses sentiments étaient comme ceux d'un communiant. Johann était seul et le reçut. Ça ne pouvait être mieux. « Tu as bien fait de venir, dit-elle. J'ai été sur le point de t'envoyer père, mais j'avais le pressentiment que tu viendrais ce soir, car je dois te dire que je pars vendredi pour la France. Il le faut pour que j'acquière un véritable talent. » Et Knud eut l'impression que la salle vacillait, que son cœur allait se briser. Ses yeux restaient sans larmes. Mais on voyait bien à quel point il était désolé. Johann s'en aperçut et fut sur le point de pleurer. « Âme loyale et fidèle, dit-elle. » Alors la langue de Knud se délia. Il dit combien il l'aimait profondément et qu'il fallait qu'elle devînt sa petite femme. Et lorsqu'il dit cela, il vit Johann pâlir mortellement. Elle laissait tomber sa main et dit d'un ton grave et triste « Ne nous rends pas malheureux tous les deux, Knud. Je serai toujours pour toi une bonne sœur, sur laquelle tu peux compter, mais pas plus. » Et de sa main douce, elle caressa son front brûlant. « Dieu nous donne la force de beaucoup supporter, pourvu qu'on le veuille. » À ce moment, elle vit entrer sa belle-mère et dit « Knud est tout décontenancé parce que je pars.
Sois donc un homme. Et elle lui tapota l'épaule. On aurait dit qu'il n'avait parlé que de départ et rien d'autre. Enfant, dit-elle, allons, sois gentil et raisonnable, comme sous le saule quand nous étions petits. Et il semblait à Knud qu'un morceau de monde eût disparu. Sa pensée n'était qu'un fil délié que le vent emporte. Il resta là, sans savoir si on l'y avait invité. Mais les deux femmes étaient bonnes et aimables, et Johann lui offrit le thé et elle chanta. Ce n'était pas l'ancien éclat, mais c'était un charme merveilleux à vous fendre le cœur. Puis ils se séparèrent. Knud ne lui tendit pas la main, mais elle la prit et dit: Donne donc la main à ta sœur pour lui dire adieu, mon frère de jeu d'autrefois. Et elle souriait tandis que les larmes lui glissaient sur les joues. Et elle répéta: Frère. Cela ne pouvait faire grand effet. Ce fut leur adieu. Elle partit pour la France. Knud courut les rues boueuses de Copenhague. Les autres ouvriers de l'atelier lui demandaient ce qu'il ruminait ainsi. Que ne venait-il avec eux s'amuser? Il était jeune tout de même. Et ils allèrent ensemble dans une guinguette, où il y avait beaucoup de jolies filles, mais aucune comme Johanne. Et en ce lieu même où il croyait l'oublier, elle apparut vivante à son esprit. Dieu donne la force de beaucoup supporter, pourvu qu'on le veuille, avait-elle dit. Et il se recueillit et joignit les mains. Les violons jouaient et les filles dansaient autour de lui. Il fut épouvanté. Il trouva que c'était un endroit où il ne pouvait pas amener Johanne, et elle était avec lui dans son cœur. Il sortit donc, il courut dans les rues, passa devant la maison qu'elle avait habitée. La maison était sombre, tout était sombre, vide et solitaire. Le monde poursuivait son chemin et Knud le sien. Et ce fut l'hiver. Les eaux gelèrent. On nous dit que tout se disposait pour un enterrement. Mais lorsque le printemps venu, le premier vapeur partit, il éprouva un vif désir de s'en aller dans le vaste monde, seulement pas trop près de la France. Et il sangla son sac et circula en Allemagne de ville en ville, loin, sans repos ni cesse. Ce fut seulement lorsqu'il fut dans la vieille et superbe ville de Nuremberg qu'il put enfin tenir en place. C'était une drôle de vieille ville, comme découpée dans un ancien livre d'images. Les rues s'en vont comme elles veulent, les maisons n'aiment pas l'alignement. Des fenêtres en saillie avaient de petites tours, des fioritures et des statues s'avancent sur le trottoir, et du haut des toits bizarrement juchés courent jusqu'au milieu de la rue des gouttières en forme de dragons et de chiens aux corps allongés. Sur la place, sac au dos, se tenait Knud. Il était là près des vieilles fontaines où les superbes personnages de cuivre, bibliques et historiques, se dressent parmi les jets d'eau jaillissants. Une jolie servante venait justement chercher de l'eau. Elle donna à boire à Knud, et comme elle avait toute une poignée de roses, elle lui en donna aussi une, et cela lui parut de bon augure. De l'église toute proche, les grondements de l'orgue parvenaient jusqu'à lui. Ce bruit lui rappela son pays et l'église de Kyög, et il entra dans la grande cathédrale. Le soleil brillait à travers les vitraux, entre les hautes colonnes élancées. Sa pensée se recueillit, une grande paix se répandit en lui. Et il chercha et trouva un bon patron à Nuremberg, où il resta et apprit la langue. Les anciennes tombes autour de la ville ont été transformées en petits jardins potagers, mais les hauts murs subsistent, avec de grosses tours. Le cordier tord ses cordes au long de la galerie construite en poutre sous le mur à l'entrée de la ville, et çà et là, dans les trous et les crevasses, poussent des sureaux dont les branches pendent au-dessus des petites maisons basses. Et c'était dans l'une de ces maisons qu'habitait le patron chez qui travaillait Knud. Au-dessus de la petite fenêtre de la mansarde où il couchait, le sureau penchait ses branches. Il demeura là un été et un hiver, mais le printemps venu, ce fut à n'y pas tenir. Le sureau était en fleurs, qui sentait comme chez lui. C'était comme s'il avait été dans le jardin de Kyög, et il quitta son patron pour aller chez un autre, dans l'intérieur de la ville, où il n'y avait pas de sureau. C'était tout près d'un des vieux ponts de pierre, en face d'un moulin toujours grondant, que se trouvait l'atelier. Hormis le bras du moulin, il n'y avait qu'un courant rapide, serré entre les maisons, qui toutes étaient garnies de vieux balcons caducs, qu'elles semblaient vouloir jeter à l'eau. Là, pas le moindre sureau, pas même un pot de fleurs avec un peu de verdure. Mais en face, un grand vieux saule semblait s'accrocher à la maison qui était là pour n'être pas emporté par le courant. Il étendait ses branches au-dessus de la rivière,
absolument comme le saule du jardin de Keug. Oui, vraiment. Il était passé de Mère-sur-Eau à Père Saule, et à voir cet arbre, surtout les soirs de clair de lune, il se sentait danois dans l'âme au clair de lune. Mais ce n'était pas le clair de lune qui produisait cet effet, c'était le vieux Saule. Il ne put supporter cela. Et pourquoi? Demandez-le au Saule, demandez-le au sureau en fleurs. Et il dit adieu à son patron et à Nuremberg. Et il partit. À personne il ne parlait de Johann. Il gardait pour lui sa douleur, et il voyait un grand sens dans l'histoire des pains d'épices. Il comprenait pourquoi l'homme avait une amande amère à gauche. Lui-même sentait un goût amer, et Johann, qui était toujours douce et souriante, était pain d'épices tout entière. Il lui semblait que la courroie de son sac le serrait trop, et qu'il avait peine à respirer. Il la desserra, mais cela n'y fit rien. Le monde n'était qu'à demi autour de lui. L'autre moitié, il la portait au-dedans de soi. C'était ce qui le gênait. Ce fut seulement lorsqu'il vit les hautes montagnes que le monde lui parut plus grand. Ses pensées se tournèrent vers le dehors. Les larmes lui vinrent aux yeux. Les Alpes lui semblèrent les ailes repliées du monde. Si la terre allait les déployer, tendre ses grandes plumes diaprées de forêts sombres, d'eau mugissante, de nuages et de masses neigeuses. Et il soupirait. Au jour du jugement, la terre ouvrira ses grandes ailes, s'envolera vers Dieu, et à ses clairs rayons éclatera comme une bulle. Oh, que n'est-ce le jugement dernier! Il parcourut paisiblement le pays, qui lui parut un verger couvert d'herbe. Des balcons de bois des maisons, les filles qui tricotaient lui faisaient signe. Les cimes des montagnes s'embrasaient au soleil rouge du soir, et lorsqu'il voyait les lacs verts entre les arbres sombres, il pensait au rivage de la baie de Keug. Il éprouvait une tristesse, mais non de la douleur. À l'endroit où le Rhin, comme une longue vague, roule, se précipite, s'écrase et se transforme en nuages lumineux d'un blanc de neige, comme si c'était la création des nuages, l'arc-en-ciel voltige au-dessus comme un ruban dénoué. Il pensa au moulin de Keug, où l'eau grondait et s'écrasait. Il serait bien resté dans la tranquille ville réane, mais on y voyait trop de sureaux et de saules. Et il s'en fut plus loin, par-dessus les hautes et puissantes montagnes, à travers des gorges rocheuses et par des chemins qui semblaient collés aux murs de pierre comme des nids d'hirondelles. L'eau grondait dans les profondeurs, les nuages s'étendaient au-dessous de lui. Il marcha sur les roses des Alpes, les chardons et la neige par un chaud soleil d'été. Puis il dit adieu au pays du Nord, et arriva sous des châtaigniers, dans des vignobles et des champs de maïs. Les montagnes formaient un mur entre lui et tous les souvenirs, et c'était ce qu'il fallait. Devant lui était une grande et magnifique ville qu'on appelait Milan, et il trouva un patron allemand qui lui donna du travail. C'était un ménage de vieux, braves gens dans l'atelier de qui il était entré. Ils prirent en affection le paisible ouvrier qui parlait peu, travaillait d'autant plus et se montrait pieux et bon chrétien. Et il semblait que Dieu eût enlevé le poids qui pesait sur son cœur. Son plus grand plaisir était de monter parfois sur l'imposante église de marbre. Elle lui semblait faite en neige de son pays, et composée de statues, de tours pointues, de portiques ornés de fleurs. De chaque pointe et chaque arceau, les blanches statues lui souriaient. Il avait au-dessus de lui le ciel bleu, sous lui la ville et la vaste plaine verte de Lombardie, et vers le nord les hautes montagnes à la neige éternelle. Et alors il pensait à l'église de Keug, au mur rouge où grimpait le lierre. Mais il y pensait sans regret. Il voulait être enterré ici, derrière les montagnes. Il avait vécu ici une année. Il était parti de son pays depuis 3 ans. Et son patron le conduisit en ville. Non pas au cirque pour voir les écuyères, mais au grand opéra. Et c'était une salle qu'il valait la peine de voir. Les rideaux de soie y pendaient sur 7 étages, et depuis le sol jusqu'au plafond terriblement haut étaient assises les plus élégantes, les bouquets de fleurs à la main, comme si elles allaient au bal, et les messieurs étaient en grande tenue, beaucoup d'entre eux avec de l'argent et de l'or. La salle était aussi éclairée par le plus grand soleil, et la musique montait délicieusement. C'était plus magnifique que le théâtre de Copenhague, où était Johann. Pourtant, et ici, oui, ce fut comme un sortilège.
Le rideau s'ouvrit. Et ici aussi Johanne apparut tout en or et en soie, la couronne d'or sur la tête. Elle chanta comme seul un ange de Dieu peut chanter. Elle s'avança le plus loin qu'elle put, sourit comme Johanne savait seule le faire. Elle regarda tout droit vers Knud. Le pauvre Knud saisit la main de son patron et s'écria « Johanne !» Mais le cri ne fut pas entendu. Les musiciens jouaient trop fort, et le patron fit un signe de tête et dit « Mais oui, elle s'appelle Johanne !» Et il prit une feuille imprimée et il montra son nom entier. Non, ce n'était pas un rêve, et tout le monde était transporté. On lui jetait des fleurs et des couronnes, et chaque fois qu'elle sortait, on la rappelait. Elle ne faisait qu'aller et venir. Dehors, dans la rue, la foule entoura sa voiture et la tira, et Knud était au premier rang et des plus enthousiastes. Et lorsqu'on fut arrivé à sa maison magnifiquement éclairée, Knud était à la porte de la voiture, qui s'ouvrit, et Johanne en sortit, la lumière, lui, sur son ravissant visage. Et elle regarda Knud en pleine figure, mais ne le reconnut pas. Un monsieur à la poitrine ornée du d'étoiles lui offrit le bras. Ils étaient fiancés, disait-on. Et Knud rentra chez lui et arracha son sac. Il voulait retourner au sureau et au saule de Kyög. Il le fallait. Hélas, le saule. En 1 heure, il arrive que l'on vive une vie entière. On le pria de rester. Aucune parole ne put le retenir. On lui dit que ce serait bientôt l'hiver, que déjà la neige tombait dans les montagnes. Mais dans le sillage de la voiture qui avançait lentement, il fallait lui frayer son chemin. Knud pouvait marcher, le sac sur son dos, appuyé sur son bâton. Et il se dirigea vers les montagnes, les gravit et les redescendit, épuisé. Il ne voyait encore ni ville ni maison. C'était exposé au nord. Les étoiles s'allumèrent au-dessus de lui. Ses pieds chancelèrent, la tête lui tourna. Des étoiles s'allumèrent aussi au fond de la vallée. On aurait dit que le ciel s'étendait jusqu'au-dessous de lui. Il se sentit malade. Les étoiles d'en bas devinrent de plus en plus nombreuses, et toujours plus claires. Elles bougeaient çà et là. C'était une petite ville où les lumières scintillaient. Et lorsqu'il l'eut compris, il rassembla ses dernières forces et atteignit une petite auberge. Il resta là toute une journée, car son corps avait besoin de repos et de soins. Dans la vallée, des gels et neiges fondantes. Un matin arriva un joueur d'orgue de Barbarie qui joua un air danois, et Knud ne put plus y tenir. Il marcha des jours, de nombreux jours, d'un pas rapide, comme s'il se fût agi de parvenir au pays avant que tout le monde là-bas fût mort. Mais à personne il ne parla de son chagrin. Personne ne pouvait croire qu'il éprouvait en son cœur la douleur la plus profonde, qui n'est pas pour tout le monde, une douleur qui n'a rien de plaisant, qui n'est même pas pour les amis, et il n'avait pas d'amis. Étranger, il parcourait le pays étranger, en route vers le nord. L'unique lettre du pays que ses parents lui avaient écrite, il y avait des années, disait « Tu n'es pas vraiment danois, comme nous autres ici. Nous le sommes tellement. Tu n'aimes que les pays étrangers. » Ses parents pouvaient écrire cela, oui, ils le connaissaient bien. Un soir, il marchait sur la grande route. Il commençait à faire froid. La campagne était de plus en plus plate, couverte de champs et de blé. Au bord du chemin était un grand saule. Tout avait un aspect familier, si danois. Knud s'assit sous le saule, il se sentait las. Il pencha la tête. Ses yeux se fermèrent pour dormir. Mais il eut l'impression que le saule abaissait vers lui ses branches. L'arbre avait l'air d'un vieil homme imposant. C'était Perceau lui-même qui le prenait dans ses bras et l'emportait, lui, le fils fatigué au pays danois, sur le pâle rivage près de Kyög, dans le jardin de son enfance. Oui, c'était le saule même de Kyög. Il était sorti dans le monde pour le chercher et le trouver. Et voilà qu'il l'avait trouvé et ramené chez lui dans le petit jardin au bord de la rivière. Et Johanne était là dans toute sa splendeur, portant la couronne d'or, telle qu'il l'avait vue la dernière fois, et le saluait. Sois le bienvenu. Et devant eux se dressaient 2 êtres étranges, mais qui avaient l'allure beaucoup plus humaine qu'au temps de la jeunesse de Knud. Eux aussi avaient changé. C'étaient les pains d'épices, hommes et femmes. Ils étaient de face et avaient bonne mine. Merci, dirent-ils tous deux à Knud. Tu as délié notre langue. Tu nous as appris qu'il faut hardiment exprimer sa pensée, sans quoi on n'aboutit à rien. Et nous avons abouti, nous sommes fiancés. Et la main dans la main, ils s'en allèrent par les rues de Kyög. Et ils étaient très bien de dos. Il n'y avait rien à redire.
Ils furent tout droits à l'église de Kyög, et Knud et Johann les suivaient. Eux aussi marchaient la main dans la main, et l'église portait toujours sur ses murs rouges la charmante verdure de lierre, et la grande porte de l'église s'ouvrit à 2 battants. L'orgue gronda, et l'homme et la demoiselle montèrent tous deux vers l'autel. « À tout seigneur, tout honneur, dirent-ils, les mariés de pain d'épices. » Et ils marchèrent de part et d'autre de Knud et Johann, qui s'agenouillèrent. Et Johann inclina sa tête vers la figure de Knud, et des larmes glaciales perlèrent dans ses yeux. C'était la glace que faisait fondre autour de son cœur le grand amour de son camarade. Ses larmes tombèrent sur les joues brûlantes de Knud, et cela le réveilla. Il était assis sous le vieux saule en pays étranger. Par un soir de froid d'hiver, des nuages tombaient une grêle glaciale qui lui fouettait le visage. « J'ai eu l'heure la plus délicieuse de ma vie, dit-il, et c'était un rêve. Dieu, laisse-moi rêver encore. » Et il ferma les yeux, il dormit, il rêva. Vers le matin, la neige tomba. Elle couvrit ses pieds. Il dormait. Les campagnards se rendirent à l'église, et il y avait là un artisan mort de froid, sous le saule. Fin de la lecture du conte Sous le saule. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.